Laurent Chambaud, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé l'école des hautes études en santé publique pendant presque 10 ans, membre du cabinet de Marisol Touraine quand elle était ministre des Affaires sociales et de la Santé. Vous êtes inspecteur général des affaires sociales, spécialiste des questions de santé publique. Alors, l'état de notre système de santé, l'attractivité, comment rendre ce secteur plus attractif pour susciter des vocations, et puis la question des impacts du changement climatique sur notre système de santé. Alors, quand on regarde l'actualité, on a l'impression que tout va mal pour notre système de santé. Pourtant, on sort d'une pandémie de dimension historique. Laurent Chambaud, faut-il être inquiet ? Alors, c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie. Oui, il y a des sujets d'inquiétude. Oui, il y a aussi des sujets d'espoir. Alors, les deux sont présents. Sujet d'inquiétude, évidemment. Vous l'avez dit, on sort d'une pandémie. Cette pandémie, elle a quand même mis à l'épreuve de façon très forte notre système de santé. Système de santé français qui était déjà dans une situation de tension. Donc ça, c'est un élément, à mon avis, majeur. Le système de santé français est en tension, comme le sont de nombreux systèmes. On y reviendra peut-être dans le cours de la discussion, mais notre système de santé est en tension pour des raisons qui ne sont pas uniquement liées à la pandémie. La pandémie est venue révéler un certain nombre de choses, de faiblesses, mais surtout, je dirais, de manque d'adaptation de notre système de santé à des enjeux nouveaux. Notre système de santé, comme la plupart des systèmes de santé en Europe et je dirais dans les pays industrialisés, ils ont été dessinés pendant la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les problèmes de santé étaient très différents. Et finalement, dans la plupart des pays, ils sont restés sur cette base-là et n'ont pas évolué, alors que les problèmes de santé, alors que les états de santé ont fortement évolué dans tous ces pays, même dans les pays en développement d'ailleurs. Donc je pense que c'est un manque d'adaptation et c'est pour ça que c'est aussi une source d'espoir, c'est-à-dire je suis convaincu, persuadé que s'il y a une volonté politique forte pour faire évoluer notre système de santé, on peut répondre aux besoins d'aujourd'hui et surtout anticiper la réponse aux besoins de demain. Alors, réponse politique, le président de la République au début de cette année a établi plusieurs priorités pour le secteur de la santé. Un des sujets de préoccupation est la question de l'attractivité du secteur. Pénurie de soignants, désertification médicale. Alors vous qui avez dirigé une école prestigieuse, qui forme notamment les directeurs d'hôpitaux, quel est le constat que vous avez pu faire ? Alors j'ai effectivement dirigé, et ça a été un grand honneur pour moi, l'école des hautes études en santé publique pendant près de 10 ans, comme vous l'avez dit, mais au fond de moi-même, je suis resté un médecin de santé publique. Et c'est peut-être avec ce prisme-là que je vais vous répondre. Je pense que dans ce contexte particulier qu'on vient de décrire très rapidement, les défauts d'attractivité, encore une fois, ne sont pas que français. On a une difficulté d'adaptation à ce que vont être les problèmes de demain et ça va demander à ce qu'il y ait beaucoup plus de professionnels de santé dans nos pays. L'OMS Europe a produit un document il y a, je crois que c'était en septembre de l'année dernière, qui alertait de façon très forte sur le besoin en professionnels de santé. Vous avez plusieurs études qui ont été faites qui montrent qu'en Europe, la démographie des professionnels de santé est en rupture, c'est-à-dire que plusieurs pays tout autour de nous manquent ou vont manquer de professionnels de santé et pas uniquement de médecins. C'est pour ça que vous parlez des déserts médicaux. La France se trouve à peu près au milieu. Alors, un petit peu moins pour ce qui a trait aux médecins, un petit peu plus pour ce qui a trait aux infirmières en termes de densité par habitant, par rapport à nos pays européens. Mais vous avez, par exemple, des pays comme la Grèce, qui ont une forte densité en médecins et une très faible densité en infirmières. Donc, on ne peut pas, je pense en tout cas, penser ces aspects d'attractivité
uniquement par une profession dans le domaine de la santé. Alors, néanmoins, parce que c'est ce que ressentent les Français, nous tous, on a aujourd'hui 100 000 médecins et, selon les projections, 80 000 en 2025 si tous les départs à la retraite sont effectifs. Alors, le problème, il est plutôt quand même devant nous et pas franchement derrière. Comment résoudre cette équation? Alors, je comprends qu'il faut regarder l'ensemble du système, mais là, il y a quand même un besoin pressant. Voilà, comment résoudre cette équation? Ben, je vous le dis, il va falloir résoudre l'équation, pas uniquement en pensant aux médecins. Parce que sinon, oui, effectivement, on va être dans une situation très difficile. On l'est dans certains territoires dès à présent. Alors, il y a des éléments positifs qui ont été mis en place. Je pense notamment aux infirmières de pratique avancée. Ça a pris du temps en France pour arriver à mettre en place ces infirmières de pratique avancée. On voit que dans d'autres pays, ils ont fait le choix depuis maintenant pas mal de temps d'avoir des infirmières ou des infirmiers et des infirmières qui ont des mandats, des compétences qui sont supplémentaires par rapport aux compétences, je dirais, de base que l'on peut trouver. Donc, c'est la fameuse délégation de tâches. Enfin, dont on parle depuis longtemps et qui, finalement, c'est un peu... il y a eu des pas en avant qui ont été faits grâce, notamment, à ces infirmières de pratique avancée. Mais il va falloir qu'on le pense de cette manière-là, c'est-à-dire où les médecins sont nécessaires, indispensables, où ils le sont moins, et comment on fait du travail en équipe pour permettre à d'autres professionnels de santé d'avoir la capacité de travailler en fonction d'un schéma de compétences dans le cadre d'un collectif qui puisse permettre de répondre aux besoins des personnes. Bien sûr qu'en tant que patient, on veut toujours voir un médecin, mais est-ce qu'on a toujours véritablement besoin d'avoir un médecin si par ailleurs on sait qu'il y a une équipe qui s'occupe de nous et que cette équipe-là, elle a cette vision pluriprofessionnelle. Donc je crois que c'est aussi un travail d'abord qui va être un travail de long terme et qui va obliger à voir les choses autrement, y compris en termes de mode de travail. Et ça rejoint un des points que vous avez dit sur l'attractivité. Il y a aussi quelque chose qui tourne autour de la façon de travailler. Et on sait que les jeunes professionnels de santé travaillent plus du tout comme de travailler leurs aînés. Ils ne s'installent pas. Ils veulent avoir des possibilités d'avoir des examens complémentaires facilement. Ils veulent avoir cette capacité de travailler le numérique, parfois au détriment de la clinique, donc ça c'est aussi un élément, mais il faut absolument qu'on ait une forte initiative qui nous permette globalement, en France comme dans les autres pays, de dessiner à la fois un autre système de santé, mais un autre rapport entre les professionnels de santé et les patients et la population, et ça c'est du long terme. Alors, justement, dans ce collectif, il y a aussi la partie administrative. Un des axes de solution évoqués par le président de la République, c'est de dégager du temps médical. Donc, c'est ce que vous évoquiez, hein, par cette délégation de tâches notamment. Mais il a parlé aussi de réduire, partout où c'est possible, l'administratif. Alors, vous qui êtes un fin connaisseur des questions hospitalières, à l'hôpital, cette place, ce poids de l'administratif, est-il si important qu'on le dit? Ça dépend si vous parlez en termes qualitatifs ou quantitatifs déjà. Après, donc, oui, je pense que le poids... Alors, le poids de l'administratif, je pense qu'il ne faut pas le... L'administratif englobe le management aussi. Hein, oui, mais je pense qu'il ne faut pas le confondre avec ce qu'on appelle dans l'imaginaire collectif le poids de la bureaucratie. Oui, il y a une bureaucratie, notamment dans les gros établissements. Je pense que ça, c'est plutôt à travailler sur le plan des modes de gestion, des modes de management. Très sincèrement, de ce que j'ai vu, en tout cas, les managers font leur possible, mais dans un système qui est un système extrêmement contraint,
avec énormément d'injonctions paradoxales, avec des problématiques financières qui prennent le devant de la scène. On va parler, ça va se modifier de la T2A. Donc il faut bousculer ce système-là. Alors, mais justement, pour bousculer, le président a dit il faut basculer les personnels administratifs au plus près des soignants. Alors voilà, comment faire bouger ça de manière très concrète? Moi, je pense que ce qu'il y a surtout, c'est une méconnaissance des cultures des uns et des autres. Parce qu'il n'y a pas assez de ponts, parce qu'il n'y a pas assez de passerelles, parce qu'il n'y a, à mon avis, pas assez de culture de ce qu'est le management chez les professionnels de santé, notamment ceux qui sont responsables d'unités, responsables de services. Et d'un autre côté, il n'y a pas assez de connaissance de ce que c'est que la relation aux patients pour les personnels dits administratifs. Alors, vous qui avez dirigé une école, on va dire, au cœur de cette question, est-ce que vous avez créé des passerelles de ce type, ou est-ce qu'il y a des réticences ou des résistances? On a essayé de le faire, à mon avis pas assez, et je plaide coupable à ce niveau-là, pas assez, mais il y a aussi le fait que les représentations et derrière les modes de recrutement nous sont imposés, nous étaient imposés, puisque je ne suis plus à la direction de l'EHESP. Et dans ce contexte-là, moi j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait beaucoup plus de diversité dans les recrutements. Alors, il y a des soignants qui arrivent par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le concours interne, mais j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de médecins qui deviennent des responsables d'établissements, qu'il y ait beaucoup plus d'ingénieurs, parce que les problématiques de tout ce qui tourne autour des sources d'information, de tout ce qui est l'organisation des nouvelles technologies, nécessite d'avoir ce regard-là, beaucoup plus de gens venant des sciences humaines et sociales, ce qui n'empêche pas qu'il doit y avoir aussi des gens qui viennent des sciences de la gestion. Mais vous avez quand même un profil majoritaire dans les équipes de direction qui est assez uniforme, et je pense que c'est pas bon. Et c'est pas bon, y compris pour trouver ce langage commun dont on a besoin, et pour faire en sorte qu'il y ait cette possibilité de travail entre, d'un côté, ceux qui font marcher, malgré tout, ces établissements, parce qu'il y a besoin d'une organisation. Des professionnels de santé sans organisation, ils ne peuvent pas faire leur travail. Et d'un autre côté, que ces professionnels de santé comprennent bien comment les choses fonctionnent. Et je rajouterai un point qui, moi, me semble fondamental, c'est qu'il y a besoin aussi de constituer un socle de valeurs. Et que ce socle de valeurs, il doit être commun. Et ce socle de valeurs, c'est la réponse aux besoins des personnes dans un contexte qui, pour moi, est celui de la santé publique. Et ça manque énormément, même si on a essayé de le faire au temps où j'étais à l'EHESP, et je pense que ça va continuer. Qu'est-ce que vous voulez, quand on a 2 ans pour former un directeur d'établissement, qu'il est pendant plus de la moitié de son temps en stage, et qu'il faut lui donner des éléments sur les finances, des éléments sur les ressources humaines, sur le climat social, etc., etc., où est la place de cet aspect-là qui est majeur? Mais vous avez la même chose aussi chez les professionnels de santé, pour lesquels, finalement, l'apprentissage de ce que c'est que cette responsabilité collective n'est pas très important. On va parler tout à l'heure autour des valeurs, aussi de l'éthique. Mais je voudrais quand même en revenir à la question des moyens, parce que pendant 3 ans, le budget consacré à la santé a quand même, bon, évidemment, autour de la pandémie, augmenté de 50 milliards d'euros. Si aujourd'hui, les moyens supplémentaires se tarissent, quels sont les moyens activables pour maintenir ou améliorer notre système de santé? Alors, personne n'a jamais réussi à définir quel était le montant optimal pour un système de santé. Donc, il n'y a pas un pays qui ait une sorte de référence universelle. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, en l'an 2000, on a dit que le système de santé français, l'OMS avait dit que le système de santé français était le meilleur système de santé au monde. Il ne s'est jamais risqué à reproduire cet exercice parce que ça a été critiqué de toutes parts. Et à chaque fois que vous avez une sorte de concours des meilleurs systèmes de santé au monde, quels que soient d'ailleurs les critères, bah, vous trouvez à peu près tout et n'importe quoi. Donc, simplement pour dire, dans ce contexte-là,
quel est le montant qu'on doit donner? La France est un des pays qui donne le plus en termes de pourcentage du produit intérieur brut. Loin derrière les États-Unis. Oui, oui, mais, alors avec des résultats meilleurs finalement, mais bon. Oui, mais dans ce contexte-là, pour répondre à votre question, encore une fois, je pense que, et on l'a bien vu, tout ce qui s'est passé à travers la pandémie et après à travers le Ségur de la santé, qu'est-ce que ça a fait? Il y a eu une sorte d'illusion qu'on allait donner beaucoup d'argent à l'hôpital, parce qu'il y avait une demande et une pression très forte, et que ça allait résoudre les choses. On pourra donner tout ce qu'on veut à l'hôpital, si on ne résout pas le problème dans son ensemble, eh ben, on n'y arrivera pas. Et donc là, pour moi, le contexte, bien sûr, il y a des éléments financiers de revalorisation des personnels, des salaires des personnels, question de valeur aussi au niveau de la société, mais le problème, il est plus large que ça. D'abord, il faut le regarder dans son ensemble. Ce n'est pas uniquement les professionnels de santé de l'hôpital pour lesquels il faut regarder comment on peut avoir cette attractivité, mais c'est l'ensemble des professionnels de santé, en ambulatoire, dans le médico-social, le lien avec les professionnels du social qui souffrent aussi en ce moment. Donc comment on peut arriver à faire en sorte que tous ces professionnels soient reconnus dans leur exercice, comment on modifie l'organisation, parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, alors qu'elles pourraient très bien avoir des réponses à leurs besoins de santé de façon beaucoup plus économe pour la société, à un niveau qui soit celui de la première porte d'entrée, l'ambulatoire, mais ça veut dire probablement modifier les modes de rémunération en ambulatoire. Et il faudrait aussi voir comment on articule le médico-social avec l'ensemble du reste de la santé, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'ambulatoire. Et on a bien vu, vous avez deux exemples qui pour moi sont frappants, l'exemple du scandale qu'il y a eu dans les maisons de retraite et l'exemple très récent des crèches. Les crèches, c'est là où on doit faire les premiers éléments dans ce qui tourne autour de la prévention et de la promotion de la santé. C'est là où se jouent énormément de choses. Or, la prévention et la promotion de la santé sont des parents pauvres en France, comme dans pas mal d'autres pays, mais très pauvres en France. Donc, tant qu'on n'aura pas cette vision globale qui nécessite une véritable appropriation par l'ensemble de la collectivité, eh ben, on se retrouve avec des systèmes qui, encore une fois, ont été conçus dans les années 50 avec une sorte de principe général que le médical allait tout guérir. On voit bien les limites de ça, mais on n'a pas fait cette transformation, ce changement de paradigme qui, à mon avis, est totalement nécessaire. Alors, la difficulté face à cette complexité quand même du système de santé, c'est d'essayer de trouver justement des voies de solution, et peut-être qu'en regardant à l'international, on peut en trouver. Ce système de santé français que vous connaissez bien, en partie public, en partie privé, financé par des cotisations, est relativement spécifique en Europe. Qu'est-ce qui nous distingue fortement des autres systèmes à l'international? Votre réponse, elle est très judicieuse, mais votre question est très judicieuse, mais la réponse est très compliquée. Parce qu'il y a un élément qui est majeur, qu'on retrouve partout, c'est les pays sont très attachés à leur système de santé, quel qu'il soit. Vous voyez, il y a des difficultés énormes avec le NHS en Angleterre, mais les Anglais sont très attachés aussi à leur NHS et ils manifestent pour sauver leur NHS. On a la même chose en France, vous avez la même chose en Allemagne, les Espagnols sont sortis dans la rue pour défendre le système espagnol. Donc c'est pour dire que les spécificités du système français, elles resteront comme chacun des systèmes. Par contre, ce qui me semble majeur, c'est le fait que les questions auxquelles sont confrontés les systèmes de santé sont les mêmes partout. C'est une question d'évolution des maladies chroniques et une importance grandissante, ce qu'on appelle la prévalence des maladies chroniques.
c'est le vieillissement de la population, c'est les problématiques du changement climatique et de ce que ça peut entraîner et tout ce qui tourne autour de la santé environnementale, c'est les évolutions des professionnels de santé, c'est le numérique, c'est la démocratie en santé. Tous ces éléments-là, on les retrouve partout. Et ils viennent faire pression pour faire évoluer les systèmes de santé. Donc, je ne crois pas qu'on peut aller chercher un modèle idéal dans quelques pays que ce soit et puis l'importer en France, ça ne marchera pas. Mais par contre, qu'on ait par exemple une dynamique européenne pour essayer de voir comment chaque pays est confronté à ces mêmes questions et comment on peut définir une sorte de socle commun des valeurs qui permettent à l'Europe de soutenir ces évolutions-là, moi je trouve que ça serait intéressant, ça serait en tout cas un beau projet pour l'Europe. Alors dans ce qui nous distingue en France, c'est le fait que la santé publique, qui est surtout axée autour des questions de prévention, eh bien notre pays n'est pas connu pour être un champion du monde des questions de prévention. Comment expliquez-vous ce trait qui fait qu'effectivement on a surtout privilégié la partie soins, c'est-à-dire la partie curative, et qu'on a négligé la prévention? L'expliquer, c'est très compliqué parce que je demanderai le soutien d'historiens de la santé ou de sociologues de la santé. Ce que je peux dire peut-être... Alors, d'abord, parce que je n'ai pas répondu entièrement à votre question précédente, il y a des éléments aussi sur lesquels la France se distingue plutôt de façon positive. Je pense notamment à tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle le reste à charge, où la France est un des pays au monde où le reste à charge est le plus faible pour les personnes, tenant compte des mutuelles qui produisent aussi un peu d'inégalité. Mais c'est un contexte quand même qui est important, c'est-à-dire on a un système de protection sociale et de protection contre la maladie, et on l'a vu pendant la crise Covid, qui permet aussi malgré tout aux gens d'avoir financièrement un accès qui est relativement large et universel. Avec quelques exceptions, mais en tout cas par rapport à d'autres pays, on est tout à fait en situation favorable. Peut-être, mais c'est une hypothèse que je fais, le fait aussi que la France s'est très longtemps distinguée comme un lieu de production de soins cliniques de très bonne qualité. Et donc, elle était, et elle a toujours été connue comme un lieu de référence par rapport aux soins et par rapport y compris à des soins de haute performance. Mais peut-être que cet aspect-là a fait en sorte qu'on a complètement négligé les aspects de prévention et de promotion de la santé. Et c'est d'autant plus dommage, je pense, que finalement les deux sont totalement complémentaires. C'est-à-dire on a besoin d'avoir cette médecine de haute qualité, ces soins cliniques de haute qualité. Mais si on n'a pas tout autour la capacité de développer des aspects de prévention et de promotion de la santé pour l'ensemble des collectivités et des communautés, et puis de le faire à un niveau beaucoup plus fin, beaucoup plus local, eh bien, on assiste à ce à quoi on assiste chez nous, c'est-à-dire une mortalité infantile qui stagne, on assiste à des problématiques récurrentes en termes de... sur l'obésité Alors, sur l'obésité, je serais plus favorable, et c'est peut-être aussi un des éléments de la situation française, où les questions de nutrition et d'alimentation ont toujours été un peu au cœur des préoccupations des Français. Mais on voit bien que la France résiste un peu mieux aux aspects d'obésité et de surpoids que beaucoup de pays autour de nous, et je pense notamment aux pays anglo-saxons dans lesquels l'épidémie de surpoids et d'obésité est beaucoup plus importante qu'en France. Mais à l'inverse, les études ont bien montré que, par exemple, pour ce qui tourne autour de l'exercice physique, et notamment l'exercice physique des jeunes, la France n'est pas au rendez-vous. Donc, il ne faut pas faire un tableau complètement noir, c'est toujours un petit peu compliqué, mais globalement,
la France, comme vous l'avez dit en introduction, ne se manifeste pas par une excellence en termes de prévention et de promotion de la santé, qui sont deux choses un petit peu différentes. Alors, dans les évolutions, les politiques publiques qui peuvent être mises en place, les dernières années sont caractérisées par de nombreuses lois ambitieuses sur notre système de santé. 2002, la loi Kouchner, 2009, la loi HPST, 2016, 2018, on attend la prochaine, et d'ailleurs le nouveau ministre de la Santé est ministre de la Santé et de la Prévention. Je ne sais pas si c'est dans le bon ordre, mais en tout cas, ça figure dans son intitulé. Est-ce que ces différentes lois, vous qui avez été membre d'un cabinet ministériel, sont adaptées à la donne? Est-ce qu'il ne faut pas finalement changer de paradigme, un petit peu dans la suite de ce que vous indiquez? Par quel prisme prendre le sujet? Alors effectivement, la France s'est manifestée par une volonté itérative de faire des lois. Vous les avez citées. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus on avançait, plus les intitulés des lois étaient extrêmement ambitieux. Le résultat, je suis pour ma part pas convaincu. Pourquoi? Parce que je pense que toutes ces lois-là, finalement, ont surtout, à la fin du processus, ont surtout été destinées à servir de boîte à outils d'une évolution, mais pas d'une transformation. Et donc, c'est comme ça qu'on a permis des expérimentations. Alors, la France est peut-être championne en termes d'expérimentation, mais qu'est-ce que ça donne derrière? On a fait des évolutions en créant des institutions, on a permis une certaine flexibilité, mais qui est quand même relativement peu importante par rapport à ce que l'on voudrait en termes de décloisonnement. Donc c'est des lois qui finalement permettent quelques initiatives, quelques flexibilités nouvelles, mais ne changent pas la donne. Et donc, en tout cas, à mon sens, la loi devrait être le résultat d'une forte prise de conscience de l'ensemble de la société. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir un débat pour savoir dans les 10 prochaines années de quoi on a besoin pour répondre aux problèmes de santé de l'ensemble des communautés et comment on se prépare aux enjeux à venir. Pour moi, c'est un enjeu sociétal qui doit se transformer par des instruments politiques. Mais pour l'instant, on a plutôt l'inverse. Enfin, l'inverse, on a surtout des modalités de construction législative et réglementaire, mais ça ne suffit pas. Et ça ne suffira pas à répondre aux besoins dans les 10 prochaines années, à se préparer à des futurs qui vont être quand même relativement tourmentés, mais ça ne suffira pas non plus à remotiver, réenchanter, comme ça a été dit dans une campagne présidentielle il y a quelque temps, réenchanter les professionnels de santé. Donc là, pour le coup, il y a un enjeu majeur et qui peut être, à mon avis, il serait extrêmement dangereux de ne pas répondre et de ne pas être présent, parce que vous allez avoir une fuite de personnel, un défaut d'attractivité. Je rappelle quand même une chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, tous les pays européens vont être dans des situations de tension par rapport aux professionnels de santé. Donc on ne pourra pas faire venir des médecins de Roumanie, des infirmières d'Espagne. Mais par contre, vous allez peut-être avoir des Français qui vont partir ailleurs. Donc, ou qui vont changer complètement de sphère, comme on commence à le voir. Donc il faut vraiment prendre conscience de ce que sont ces enjeux-là, et puis redonner un souffle, redonner un cap, redonner une initiative, et ça, à mon avis, ça manque. Alors, donc face à ces différents changements, bien, on va se poser la question de l'attractivité. L'attractivité notamment dans le secteur de la fonction publique, parce que les études le montrent, aujourd'hui, les jeunes sont moins attirés par la fonction publique, de manière générale, et dans le secteur de la santé, on l'a dit,
il paraît qu'ils veulent créer plutôt leur entreprise, leur start-up. Avez-vous constaté, là où vous étiez, ce type de phénomène? Quelle est son ampleur? Alors j'aurais beaucoup de mal à vous donner l'ampleur globale de ce phénomène. Moi, ce que j'ai vu à l'École des hautes études en santé publique, c'est qu'effectivement, on voit se tarir le nombre de candidats. C'était très compliqué pour nous parce que dans cette école, en fait, on ne maîtrise pas l'entrée puisque les candidatures ne se font pas directement à l'école, mais se font par l'intermédiaire d'organismes ou autres tels le CNG, le Centre Centre national de gestion. En tout cas pour ce qui est des hospitaliers, et pour ce qui est de nos fonctionnaires d'État, ça se fait à travers la direction des ressources humaines du ministère. Donc on n'a pas, nous, les éléments, sauf à aller les chercher, mais globalement, et on avait des contacts réguliers dans le cadre du réseau des écoles de services publics, on voit cette évolution telle que vous le décrivez, puis toutes les informations qu'on peut avoir, toutes les études qui ont été faites le montrent. Il y en a une dernière qui l'a encore montré. Je voudrais dire que, à mon avis, ce n'est pas uniquement la fonction publique ou les fonctions publiques. Il y a, par exemple, vous avez peut-être vu, alors, dans des domaines que je connais un peu mieux, une difficulté d'attractivité pour les pharmaciens dans les formations universitaires de pharmaciens. On voit le sujet des infirmières dans lequel, oui, il y a eu une augmentation grâce au fait qu'elles pouvaient candidater à travers Parcoursup, mais beaucoup d'abandon en première année. Donc, il y a un sujet global. Là, on le voit aussi à travers les métiers de la restauration. Enfin, je veux pas. Néanmoins. Mais je viens sur votre point. Pour ce qui est de la fonction publique, en tout cas, puis je me suis déjà exprimé là-dessus, mon sentiment profond, c'est qu'il faut complètement, un peu de la même manière de tout ce dont on vient de discuter, il faut changer la donne. C'est-à-dire que les souhaits des jeunes, les appétences des jeunes, les façons de travailler des jeunes ne sont plus les mêmes que pour les aînés. Donc il faut qu'on travaille cet aspect-là, c'est-à-dire que la fonction publique, telle qu'on pouvait l'envisager avant, c'est-à-dire des gens qui arrivent le plus rapidement possible à la sortie de leurs études, passent un concours, vont avoir un déroulement de carrière après pendant l'ensemble de leur vie professionnelle. Ils ne souhaitent plus ça, les jeunes. Ils ne se projettent plus du tout de la même manière. Donc il faut, je pense, trouver des moyens pour montrer aux jeunes que de rentrer dans la fonction publique, c'est pas se fermer toutes les autres portes de la société. Ce que vous voulez dire, pour être précis, ça veut dire de pouvoir alterner public-privé? Probablement. On peut le faire en étant dans la fonction publique, mais peut-être d'une manière qui est différente. Mais je pense surtout avoir des parcours diversifiés, c'est-à-dire quand on rentre, par exemple, pour devenir directeur d'hôpital, qu'on puisse aussi, à un moment donné, avoir des possibilités d'aller dans des services de l'assurance maladie, d'aller dans des collectivités territoriales, d'aller dans des services de l'État ailleurs, de façon beaucoup plus fluide, avec des passerelles beaucoup plus organisées, et ça je pense que c'est un élément aussi majeur, que ces évolutions ne soient pas perçues comme des gens qui finalement ne savent pas ce qu'ils veulent, mais au contraire comme des enrichissements. Or ça, c'est à mon avis une transformation culturelle des fonctions publiques, dans lesquelles les sillons rectilignes étaient perçus comme des gens qui... Voie royale, oui. Voie royale, et puis surtout une sorte de légitimité pour accéder à un poste supérieur, alors que des voies plus détournées sont souvent des très grands enrichissements. Et ça n'est pas du tout perçu comme un élément positif. Je prends un exemple que j'ai vécu d'ailleurs dans ma carrière professionnelle, mais qui est, je pense, encore très présent. Des personnes, dans le cadre de la ou des fonctions publiques, qui vont passer un temps à l'étranger. Quand ils ont beaucoup de mal à revenir en France, et quand ils reviennent en France, le temps à l'étranger n'est pas perçu comme un élément positif, mais plutôt comme un handicap. Dans bien d'autres pays, c'est l'inverse.
Le fait d'avoir passé un temps à l'étranger est perçu comme un élément positif et une valeur ajoutée. Donc, on voit bien que là, il y a une transformation culturelle à avoir pour les fonctions publiques. Et alors, justement, vous avez fait des propositions récemment, hein, dans un article, la revue Acteurs Publics, pour justement, on va dire, alors, on va reprendre le mot, réenchanter le secteur. Quelles propositions faites-vous de manière assez pratique sur voilà, quelques axes d'amélioration pour cette attractivité Il y en a plusieurs, et puis je pense qu'il faut aussi réfléchir collectivement. C'est pas Laurent Chambaud qui va à lui tout seul modifier cet aspect-là, mais je crois que un des points majeurs, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire il faut absolument développer des passerelles, des ponts, des possibilités d'avoir des parcours professionnels variés. Ça, je crois que c'est important et c'est pas du tout assez développé. Et c'est souvent un peu une sorte de chemin de croix d'aller d'une fonction publique à l'autre, d'un métier à l'autre, alors qu'au contraire, ça devrait être valorisé. Ça, je pense que c'est très pratique, ça peut être fait et il faut le faire. L'autre point aussi qui me semble majeur, on revient aussi à des choses dont on a parlé, c'est qu'il faut expliquer ce que sont les valeurs des fonctions publiques. Je crois qu'on est dans un monde où les jeunes cherchent de plus en plus des métiers, des inscriptions professionnelles dans lesquelles ils arrivent à comprendre ce que sont ces valeurs-là et à les porter. Et ça, je pense que c'est un élément important. Il y a un troisième axe de proposition, c'est de revoir aussi l'organisation et le management. Faire confiance aux jeunes professionnels qui arrivent, leur donner plus de capacité d'initiative, leur permettre aussi d'aller sur des sillons qui ne sont pas exactement ceux que leurs aînés souhaitent. Donc ça, je crois qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur les modes d'organisation et les modes de management dans les fonctions publiques. Je pense qu'un certain nombre de personnes y sont prêtes, mais il faut une capacité de l'initier, de le soutenir, de le faciliter. Et puis peut-être un dernier point, encore une fois, il y a probablement d'autres propositions, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est concilier vie professionnelle et vie personnelle. C'est un élément qu'on retrouve partout. Et dans les fonctions publiques, quand vous savez que, par exemple, quand vous passez un concours, vous pouvez aller à n'importe quel endroit en France, et que parfois, dans des endroits où on ne peut pas aller, alors que pour d'autres métiers, on va où on veut, je pense que ça, c'est aussi un sujet. Vous voyez ce qui est en train de se passer, notamment sur les médecins, pour savoir si on ne doit pas obliger les médecins à aller dans les déserts médicaux. On a un sujet, quand même, qui est d'essayer de comprendre beaucoup mieux, parce que vous aurez ça aussi au niveau de l'éducation nationale, comment on peut à la fois s'assurer de la répartition de ces professionnels absolument indispensables sur l'ensemble du territoire, mais de le permettre et de le faciliter à travers aussi une compréhension des enjeux individuels de chaque personne. Je ne dis pas que c'est simple, mais je dis que si on ne fait pas ça, on va perdre de plus en plus cette attractivité et je pense au détriment des services à la population. Alors, Laurent Chambaud, j'aimerais profiter de votre regard aussi international qui se préoccupe aujourd'hui des thématiques du changement climatique en lien avec notre santé. C'est vrai que spontanément, en tout cas dans les grands débats actuels, le lien n'est pas fait automatiquement entre ce changement climatique et notre santé. Pourtant, cette transformation nous vulnérabilise. Quels sont les risques que cela nous fait encourir, ce changement climatique ? Alors, juste peut-être un élément d'explication. Oui, ça m'intéresse beaucoup et depuis que je suis à la retraite, c'est un des sujets que je garde notamment dans le cadre d'un mandat européen avec l'Association des écoles de santé publique de la région européenne. Pourquoi je le fais? Parce que je pense que c'est un enjeu majeur pour les générations à venir. Alors, l'enjeu majeur, il est
planétaire, c'est le réchauffement climatique de manière générale, c'est l'avenir de notre planète et donc l'avenir de l'humanité. Et je pense que, en tout cas pour une personne comme moi qui ai travaillé beaucoup sur les aspects de santé publique pendant très longtemps, je pense aussi aux générations qui arrivent et je me dis on a une responsabilité aussi à ce niveau-là. Les aspects de réchauffement climatique, d'enjeux planétaires, elles sont très bien documentées à travers les rapports du GIEC, dont le dernier vient de sortir, le 6e vient de sortir. Ce qui m'est apparu, notamment quand j'étais à l'EHESP, c'est que finalement les aspects d'impact sur la santé du changement climatique n'étaient pas suffisamment présents, que ces enjeux, on ne les connaissait pas assez, et qu'il fallait à la fois les documenter, il fallait aussi les faire savoir, et puis faire ce lien entre ce que la population est en train de voir au niveau de l'ensemble du réchauffement climatique et ce qu'on voit tous les jours, mais aussi ses effets sur la santé. Alors, oui. Ces effets-là, pour résumer très, très rapidement, en fait, il y a des effets qu'on voit, qui sont assez clairs, pandémie. Alors, ce n'est pas uniquement le réchauffement climatique, il ne faut pas faire un lien, mais on sait qu'on va avoir de plus en plus d'évolution des écosystèmes, ce qu'on appelle le concept One Health. Juste préciser, ce One Health, qu'est-ce que ça recouvre? Le One Health, c'est simplement de dire que santé humaine, santé animale et santé de l'écosystème sont liées. C'est pas très nouveau, enfin en santé publique, on a vu ça depuis qu'on connaît les agents et les vecteurs, mais ça prend maintenant une force accrue. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que finalement on est tous interreliés. Et c'est ce que montrent les pandémies, c'est-à-dire que les évolutions dans les circulations des personnes, dans la façon dont les réservoirs animaux sont en train d'évoluer complètement, des animaux sauvages ou des animaux domestiques, la façon dont les cultures évoluent, tout ça peut avoir un impact et permettre des franchissements de barrières pour les maladies infectieuses et donc des évolutions. Je prends un exemple très concret qui est documenté par le ministère de la Santé, la présence de ce qu'on appelle le moustique tigre, qui est le moustique qui véhicule la dengue, le chikungunya, qui sont donc des maladies virales. Donc qui est aujourd'hui présent dans le sud de la France. Enfin. Pas que dans le sud. En 2004, pour la première fois, un département a vu l'implantation de ce moustique tigre, Aedes albopictus, dans les Alpes-Maritimes. On est maintenant à plus de 70 départements dans lesquels ce moustique tigre est implanté et on commence à avoir des cas autochtones de dengue. Donc on va avoir ces évolutions-là, sur le plan planétaire, pas uniquement en France. Donc ça c'est, je dirais, des effets directs. C'est les effets directs aussi, par exemple, d'une vague de chaleur, avec ce que l'on a vu en 2003 avec la canicule, mais on va avoir de plus en plus de canicules. Donc on va avoir des effets directs. On a des effets, par exemple, de la pollution atmosphérique, notamment liés à l'activité humaine et aux effets de serre, avec des mortalités élevées, et notamment pour des problématiques cardiaques ou des maladies respiratoires. On a le développement aussi, c'est un peu moins direct pour les gens, mais c'est tout aussi important, des problématiques de santé mentale, ce qu'on appelle l'éco-anxiété. On voit bien qu'il y a une très forte progression de ces problématiques de santé mentale et l'OMS a déjà fait des rapports en ce sens. Ça, c'est les effets directs. Après, on a des effets qui sont liés à quelque chose de plus général, qu'on connaît bien en santé publique, c'est les inégalités de santé. Les inégalités de santé vont être renforcées par ça, puisque les pays qui sont les plus fragiles dans ce domaine environnemental sont en général les pays en développement et pour lesquels vous allez avoir une incapacité du système du pays à répondre à ses besoins. Donc, vous allez avoir des inégalités de plus en plus importantes. Et je finis. Et le troisième point, c'est des effets plus indirects, mais qui sont aussi vecteurs d'inégalité, c'est-à-dire tout ce qui tourne à la capacité
de vivre pour l'humanité, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire l'air, vont être complètement transformés et avec des changements majeurs sur l'aspect santé et sur l'aspect des déplacements et des migrations. Donc vous voyez, c'est un... Alors, mais justement, quand vous dressez ce tableau multifactoriel, on peut être découragé parce qu'on se dit, finalement, tout est dans tout et finalement, tout est relié. Par quel bout attraper ce sujet-là? C'est-à-dire, comment peut-on mieux se préparer à une prochaine pandémie? Si tout est relié, finalement, à quoi s'attaquer? Non, alors je ne veux surtout pas donner une sorte d'image de défaitisme. Je dis simplement que le tableau, c'est un tableau général. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réponse, c'est à la société dans son entier de le faire. Ce n'est pas le médecin tout seul dans son coin, ce n'est pas la personne chargée de tel ou tel programme qui pourra à elle seule répondre à ces problèmes. Mais ça veut dire aussi que les axes, pour répondre à votre question, les axes de ce que l'on doit faire sont assez clairs. C'est-à-dire que d'une part, on doit travailler sur ce qu'on appelle la prévention et l'anticipation des réponses. Donc comment, et on a des instruments de plus en plus solides pour pouvoir prédire les évolutions, y compris en termes d'évolution de pandémie, les évolutions climatiques qui vont avoir un impact sur la santé. Donc on a des instruments de plus en plus robustes dans ce contexte-là. Maintenant, il faut travailler les réponses. Le deuxième axe, à mon avis, qui est extrêmement fort, c'est l'adaptation de notre système de santé. Nous devons avoir un système de santé qui soit flexible, qui soit en capacité de répondre à ces nouveaux enjeux dont on a parlé tout à l'heure, qui soit dans un mode de réaction beaucoup plus collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'hôpital. L'hôpital tout seul ne pourra pas faire face à tout. Donc on ait cette capacité de travailler sur toute la chaîne. Et puis, je reviens bien sûr à la prévention et la promotion de la santé. C'est-à-dire comment on peut, avec les autorités politiques à tous les niveaux, travailler ces sujets-là. Moi, je suis frappé de voir, par exemple, comment en France, les villes, et je dirais pas les villes, les communes, ça peut être aussi dans des petites communes, sont de plus en plus sensibles à cet aspect du One Health. Comment elles essayent de travailler des mobilités actives, comment elles essayent de travailler de l'urbanisme qui puisse permettre d'éviter des îlots de chaleur, comment elles peuvent travailler sur les circuits alimentaires, comment, on le voit actuellement en France, elles essayent de trouver des solutions par rapport à la pénurie d'eau. Donc, on a, je pense, une prise de conscience collective de plus en plus forte, il faut la soutenir, et en tout cas dans le domaine de la santé, je pense qu'il faut travailler sur au moins trois grands axes. Le premier, qui est ce que j'ai dit, c'est-à-dire la préparation à tous ces événements-là, comment on est beaucoup plus et beaucoup mieux préparé à ces événements. Le deuxième axe, c'est le système de santé qu'il faut qu'on travaille d'une manière générale pour donner plus de place à chacun des niveaux, l'ambulatoire, l'hospitalier, le médico-social, etc. Et puis la prévention et la promotion de la santé en lien très fort avec les collectivités locales, parce que c'est à ce niveau-là que les choses se jouent. Alors excusez-moi Laurent Chambaud, mais quand même, la pandémie que nous avons vécue, pour moi, a montré combien la démocratie sanitaire, c'est-à-dire quelque part l'implication du citoyen, du patient, eh bien, a fait défaut. Parce qu'il y avait crise, parce qu'il fallait un pilotage serré. Et donc, est-ce que dans les trois axes que vous décrivez, vous faites une place à cette démocratie sanitaire? Comment impliquer les usagers du système dans ces politiques de prévention que vous décrivez? D'abord, je vous rejoins sur le constat. Oui, la démocratie en santé n'a pas été extrêmement forte pendant la pandémie. Et ça a montré que ces outils-là, qui avaient été développés depuis la loi de 2002, finalement étaient très fragiles. Moi, je crois qu'il faut, de la même manière,
poser ce sujet-là. C'est-à-dire, c'est quoi la démocratie en santé dans notre pays aujourd'hui? Comment elle se développe, comment elle se soutient et elle se consolide? Avec un élément, à mon avis, important qu'il faut avoir en mémoire, c'est que on a finalement deux modes de légitimité qui doivent être complémentaires. La légitimité par les élus, et notamment les élus des collectivités territoriales, qui, encore une fois, sont de plus en plus conscients et ont envie de travailler ces sujets de santé, pas du système de soins, mais de santé, incluant le système de soins, mais bien plus large que ça. Donc, comment on leur permet de travailler ces aspects-là, et on voit que les compétences des collectivités locales sont très faibles dans, le domaine, dans ces domaines-là. Et puis, par ailleurs, le monde associatif, les organisations non gouvernementales, comme on dit dans le langage OMS, toutes les structures, les corps intermédiaires, quels qu'ils soient, qui doivent trouver leur place aussi dans ce contexte-là. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut revoir complètement les outils. Je ne pense pas que les conférences régionales de santé et de l'autonomie aient rempli ce qu'on attendait d'une démocratie en santé. Il faut le remettre faut remettre ça sur la table, et il faut revoir comment on donne une impulsion nouvelle à ces aspects-là. Et on aura d'autant plus besoin que, encore une fois, les sujets qui sont devant nous demandent des appropriations très locales. C'est-à-dire, on ne pensera pas, je dirais, une adaptation sur un quartier sans avoir l'avis des gens du quartier. Et puis il y a cet aspect de ce qu'on appelle souvent, moi je m'en suis fait le relais plusieurs fois, la culture de santé publique, qui n'est pas uniquement de santé publique, c'est aussi une culture de santé publique et de citoyenneté, qui est comment on arrive à faire en sorte que tous ces enjeux-là soient des enjeux que les gens comprennent et sur lesquels ils soient capables d'avoir un pouvoir d'agir, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire une capacité à faire des bons choix parce qu'ils sont bien informés. Alors, un des angles de ce changement climatique, c'est aussi le fait de savoir que le secteur de la santé est en lui-même un élément important de l'empreinte carbone. Le Shift Project a fait des travaux intéressants à cet égard, l'ANAP aussi, des CHU se lancent dans des initiatives intéressantes. Comment prendre en compte cet élément de l'empreinte carbone du secteur santé lui-même dans, par exemple, la gestion hospitalière de demain? Alors c'est effectivement un sujet, bon, on dit, le Shift Project avait lancé à peu près le taux de 8% de la contribution du système de soins à l'empreinte carbone. Je pense que c'est un sujet qu'il faut regarder de façon peut-être un peu plus globale. C'est-à-dire, oui, le secteur du soin participe à l'empreinte carbone, alors souvent par les aspects liés à la fabrication des médicaments et des produits de santé, c'est à peu près un tiers. Ça peut être aussi par tous les déplacements qui sont liés à ces produits de santé, ça peut être par des éléments liés à l'organisation même des établissements. Donc c'est important, et c'est ce que fait le Shift Project, et puis un certain nombre de personnes, vous avez cité la NAP, il y a des personnes aussi au sein de l'École des hautes études en santé publique qui travaillent spécifiquement là-dessus. Les professionnels de santé et les gestionnaires d'établissements, et notamment les jeunes, ils sont de plus en plus attentifs. Mais je voudrais juste dire que il ne faut pas non plus trop simplifier les choses, c'est-à-dire que ces professionnels et les systèmes de santé vont être aux prises avec deux injonctions paradoxales. D'une part, diminuer leur empreinte carbone, mais de l'autre côté, répondre à des besoins croissants en termes de santé, avec des technologies de plus en plus dévoreuses d'énergie, mais qui peuvent, pour certaines, avoir des efficacités importantes. Donc il y a, je pense, à réaliser que cette tension, elle va exister et qu'elle va être de plus en plus forte dans le système de santé. Et donc, je crois que là, le chemin, c'est un chemin médian, c'est un chemin je dirais,
de choix progressifs à faire, de capacité à monitorer, à surveiller ces évolutions-là pour faire en sorte qu'on trouve ce meilleur chemin. Parce que on décarbonerait totalement si on n'avait plus de système de soins. Donc, c'est une caricature, mais je crois qu'il faut arriver à voir comment on peut avoir cette empreinte carbone la plus raisonnable possible, mais par ailleurs, développer malgré tout ce système de santé dont on a besoin. Je prends juste un exemple de l'autre côté de la Manche. Le NHS, le service de santé anglais, a fait a depuis de nombreuses années un travail conséquent sur l'empreinte carbone, qui est plutôt, s'il y a un exemple à regarder, c'est celui du NHS. Mais quand on regarde l'état du NHS, il est catastrophique, avec un sous-dimensionnement en termes de financement. Donc, on voit bien que ces sujets-là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'avoir un système de santé de qualité, efficace et efficient, et qui produise l'empreinte carbone la plus modeste possible. Donc, encore une fois, ça produira probablement quelques injonctions paradoxales. Alors, Laurent Chambaud, tout à l'heure vous nous parliez de valeurs, et j'aimerais qu'on ait un mot sur santé et éthique. Il se trouve que vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique. Vous avez réfléchi sur les lois portant sur la bioéthique en 2020, notamment dans un ouvrage préfacé par Jean-François Delfrécy. À l'heure où, dans l'actualité, on parle d'une loi sur la fin de vie, je me suis demandé si vous auriez des conseils à partager sur une méthode ou une manière d'aborder ce sujet-là. Alors d'abord, très modeste, hein, je ne suis membre du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, que depuis 1 an. Donc j'apprends beaucoup dans cet organisme, qui est un organisme avec des gens venant de partout. Et je suis content d'apporter quelque chose en termes de santé publique dans ce comité, mais qui, encore une fois, a une palette de personnalités et de gens avec des origines et des trajectoires très différentes. Donc, je répondrai avec beaucoup de modestie aussi, surtout par rapport au sujet sur la fin de vie, parce que je suis arrivé au CCNE au moment où l'avis du CCNE était déjà complètement consolidé. J'aurais peut-être une réponse un peu plus générale, pas uniquement pour ce point-là, puisque vous avez vu que là, le processus continue à se dérouler. Et à mon avis, on l'a vu avec la consultation citoyenne, des choses extrêmement positives qui ont été faites en termes d'implication de ce nouveau mécanisme, de cette consultation citoyenne qui a vraiment produit beaucoup d'intérêt de la part des gens qui y ont participé. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'éthique est probablement une façon d'entrer dans des dossiers très complexes, très difficiles, avec un sentiment d'apporter ce que l'on peut savoir en termes de connaissances, mais aussi les pans d'ignorance qu'on peut avoir sur ces sujets-là, de le présenter sous une forme qui soit la plus ouverte possible. Quand je dis plus ouverte, c'est-à-dire que des points de vue différents puissent s'exprimer. Et s'exprimer, je dirais, d'une manière apaisée. Et à partir de là, de trouver les moyens, non pas d'un consensus à tout prix, mais de propositions qui apaisent les tensions. Et je pense que dans notre société, aujourd'hui on le voit très bien, où les tensions s'exacerbent partout, cette capacité d'avoir un organisme dans lequel on peut dire des choses différentes, mais on peut s'écouter, et on peut arriver à trouver les moyens de propositions qui soient les plus raisonnables possibles, même si chacun ne partage pas les mêmes opinions ou les mêmes positions, mais de les présenter, à mon avis, est un élément de ce que l'on a véritablement besoin, c'est-à-dire un apaisement, et puis une écoute mutuelle et une forme de bienveillance. Donc ce comité d'éthique, à mon avis, et cet aspect de regarder
d'un point de vue éthique des problématiques, me semble être porteur. J'étais déjà arrivé au CCNE, mais il y a eu un avis qui a été produit sur l'hôpital, qui vraiment met l'accent là-dessus, en disant, alertant très fortement les autorités en disant il y a un problème majeur, il y a une tension, il y a une souffrance majeure dans nos hôpitaux, mais peut-être que le regard éthique est un endroit où on peut venir réconcilier les managers, les professionnels de santé, les patients, pour essayer de trouver les meilleurs moyens. Ce n'est pas une leçon qu'on donne, c'est plutôt, comme vous le dites, une méthode. Laurent Chambaud, une autre facette de votre personnalité, c'est que vous êtes, à titre amateur, photographe de nos mobilités actives. Vous avez d'ailleurs publié un ouvrage qui s'appelle « Des vélos dans la ville » pour célébrer ce moyen de locomotion. Alors, est-ce que pour vous, ce thème, c'est un moyen de concilier santé et passion photographique? Oui, tout à fait. Alors, je suis vraiment un photographe amateur, hein. Je n'ai aucune prétention de professionnalisme dans ce domaine. Mais c'est vrai que je touche à la photo depuis mon adolescence. Je l'ai un peu oublié à un moment de mon parcours professionnel, mais c'est revenu vite, et c'est revenu notamment à travers des vélos que j'ai commencé à regarder. Et c'est une conjugaison des deux, je dirais même des trois, parce que c'est à la fois le regard photographique, et c'est vrai que je trouve intéressant d'avoir qu'est-ce qu'on peut voir à travers un objectif, et comment on peut voir des ensembles, comme une ville, comme une campagne, une façon de voir un paysage. Mais c'est aussi, effectivement, je pense, le côté santé publique, c'est-à-dire les mobilités actives. C'est vrai que le vélo est quand même on a une somme de connaissances qui ne laisse aucun doute pour dire que le vélo est très bénéfique pour la santé. Et puis c'est alors aussi de la santé publique, mais d'une manière beaucoup plus large, parce que je trouve intéressant de se questionner sur la façon dont les espaces travaillent ces mobilités. Et donc, dans l'ouvrage auquel vous faites allusion, il y avait plusieurs chapitres, comment le vélo se place dans la ville, mais aussi comment il se détériore, mais aussi comment il permet d'envisager aussi une autre façon de voir la ville. Donc c'est un peu les trois que je m'amuse à faire et que je continue à m'amuser à faire. Alors Jacques Chirac disait « Mobilité et stabilité ne sont pas antinomiques. Un cycliste n'est stable sur sa bicyclette qu'en avançant. » Alors cet attrait pour la mobilité, est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas rester en place? Probablement. Probablement. Je crois effectivement que le mouvement, c'est la vie. Et c'est vrai que c'est un élément aussi important de participer à ce mouvement d'une manière ou d'une autre. Et je crois que c'est ça qui nous permet de vivre, de rester en vie et puis de nous projeter. Alors le mouvement, vous le faites aussi en voyageant, en allant à la recherche de ces clichés, de ces photos. Alors j'ai quelques questions autour de ce vélo. Quel est le pays que vous avez visité où la place du vélo vous a étonné? Difficile de répondre à votre question parce que ça peut étonner de façon différente. Bon, alors, ce qui m'a peut-être... J'ai pas visité le Danemark, je vais y aller bientôt et j'espère pouvoir ramener quelques photos de vélo du Danemark. J'ai pas été en Chine non plus, mais j'ai été dans des pays asiatiques, notamment au Vietnam et au Cambodge. Peut-être ce qui m'a étonné là-bas, c'est qu'on n'en voit plus de vélos. J'en ai vu il y a une dizaine d'années, il y en avait pas mal, ou une vingtaine d'années, la première fois où j'y étais. Et maintenant, les vélos, il y en a beaucoup moins, en tout cas dans les grandes villes, et c'est remplacé par, dans un premier temps par les mobylettes, les motocyclettes, et maintenant par les voitures, et notamment les 4x4.
Et c'est très intéressant parce que je vois aussi finalement cette boucle, c'est-à-dire en Europe, on essaye de revenir vers des mobilités actives, mais qui sont le résultat de tout un processus. Et dans les pays qui sont les pays en transition, les pays en développement, qu'est-ce qui est finalement, qu'est-ce qui est recherché comme ascension sociale? Avoir d'abord une motocyclette et après un 4x4. Donc c'est intéressant. Autre question sur les vélos. Quel est le pays dans lequel celle-ci, cette place du vélo pourrait être plus grande? La France, avant tout. Il y a une prise de conscience, hein, on le sent. Mais qu'est-ce que nous avons comme chemin à faire? Oui, encore une fois, je pense que la dynamique est plutôt favorable actuellement, mais il faut pédaler beaucoup plus vite et aller beaucoup plus loin. Alors, on est ici dans votre atelier quelque part. Pourriez-vous nous montrer un cliché qui marque un instant volé de la mobilité? Alors, c'est difficile, mais j'en ai trouvé un. J'aurais bien aimé vous montrer toutes les photos que j'ai faites, et pas uniquement des photos de vélo, parce que je m'intéresse aussi à d'autres choses maintenant. Mais j'en ai sélectionné une que je vous montre. Alors, voilà, donc, où, quand, pourquoi? Alors, si j'ai choisi celle-là, c'est pas parce que toutes les photos que j'ai faites sont floues, mais celle-là, je l'aime beaucoup parce que c'est en fait une des premières photos que j'ai faites. Parce que cette prise de conscience du vélo dans la ville, je l'ai eue au Québec, à un moment donné, où vous voyez donc... où vous devinez, il y a beaucoup de neige, et il y avait un vélo qui commençait à être enfoui dans la neige. Et j'ai trouvé ça beau, et j'ai notamment trouvé ça beau la nuit. Et donc, je trouvais que cet instant volé à la nuit, avec ce vélo qui plonge dans la neige, c'est beau. Et c'était donc le début d'une aventure autour de la photo. Laurent Chambaud, on arrive au terme de cet entretien. J'aurais une question personnelle à vous poser. Si aujourd'hui, avec votre parcours, votre expérience, vous aviez à prendre un café avec le jeune Laurent que vous étiez à 18 ans, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous? J'aimerais bien me rencontrer. J'aimerais bien aussi me replonger dans mes 18 ans, mais bon, ça... Vous aviez la vocation? À 18 ans, je me cherchais beaucoup. Et je m'acheminais vers la médecine, pas par vocation, plutôt parce que je pensais que c'était peut-être ce qui me permettait d'avoir le plus de portes ouvertes. Alors, que lui diriez-vous? Je pense que je lui dirais 3 choses. Un peu comme les 3 vœux de la lampe d'Aladin. La première chose que je lui dirais, c'est continue à t'accrocher à tes rêves. Je pense que c'est vraiment un moteur absolument fondamental dans la vie. Peut-être de transformer ses rêves en projets, mais continue à s'accrocher aux rêves. La deuxième chose que je lui dirais, c'est continue ou ouvre tous tes sens. Parce que l'aventure ou l'opportunité, elle est chaque jour et elle peut être au coin de chaque rue. Donc je crois que c'est important de pouvoir avoir toujours cette capacité d'ouverture. Et je dirais peut-être une troisième chose qui est, tu vas avoir des aspirations personnelles. Si tu peux les mettre en lien, en synergie avec des intérêts collectifs, tu y prendras encore plus de plaisir. Laurent Chambaud, merci. Merci à vous.